Le verdict de l'édition 2019 de l'enquête internationale Trends in Mathematics and Science Study est sans appel. Le niveau en mathématiques des élèves français est déplorable. Les élèves de CM1 se classent derniers parmi les pays de l'Union européenne, les élèves de 4e ne sont qu'avant-derniers. Que faire face à ce constat? L'un des objectifs les plus importants de l'apprentissage des mathématiques, c'est le fait de comprendre le sens des nombres et des opérations faites sur ces nombres. Pour ça, rien de tel que le calcul mental, comme le montrent depuis des années de nombreuses études. Le calcul mental, c'est rien d'autre que la capacité à donner des résultats numériques exacts, sans l'aide de machines à calculer, ni de papier ou de crayon pour écrire les étapes successives des algorithmes de calcul. Réécrire mentalement ces étapes pour obtenir les résultats n'est donc pas forcément la bonne solution. Et si notre cerveau était capable d'encoder des stratégies pour résoudre les tâches de calcul mental? C'est en tout cas ce que suggère un nombre croissant de recherches, et c'est ce que nous étudions nous aussi dans le cadre de notre projet scientifique en équipe. Nous nous intéressons tout d'abord à la nature de ces stratégies de calcul mental, ainsi qu'à leur répartition au sein de la population. Nous cherchons dans un deuxième temps à deviner les stratégies utilisées grâce à l'eye tracking. Pour un même calcul mental, il existe une très grande variété de décompositions possibles. Ces décompositions peuvent toutes être ramenées à une stratégie élémentaire ou encore à une combinaison de ces stratégies. Pour identifier la répartition des stratégies au sein de la population, nous nous sommes servis de la classification présentée dans l'article Mental Calculation Strategies Used by Pre-Service Primary School Teachers. Selon cet article, les additions et soustractions de deux nombres à un ou deux chiffres s'accompagnent de 5 stratégies qui sont communes aux additions et soustractions. Pour illustrer nos propos, prenons le calcul 36 plus 27 comme exemple. La première technique est le splitting. Pour additionner 36 et 27 avec cette technique, on additionne les dizaines entre elles, 30 plus 20 égale 50, puis les unités, 6 plus 7 égale 13, avant de sommer 50 et 13 et d'obtenir 63. La deuxième stratégie est le stringing. Un exemple d'utilisation pour 36 plus 27 est de conserver 36 intact, puis de lui ajouter les dizaines du second terme, c'est-à-dire 36 plus 20 égale 56, avant de faire la somme 56 plus 7 égale 63. Mais on pourrait tout aussi bien décomposer 36 et garder 27 intact. La stratégie suivante est appelée bridging through 10. Pour faire 36 plus 27, on décompose 27 en 23 plus 4. On additionne alors 4 à 36 pour obtenir le multiple de 10 le plus proche de 36, c'est-à-dire 40. Enfin, on fait la somme de 40 et de 23. La quatrième stratégie est appelée compensation, et elle peut être utilisée de multiples façons pour un calcul donné. Par exemple, pour 36 plus 27, on pourrait arrondir 27 à 30, et on compenserait cette opération en enlevant 3 à 36, ce qui nous donnerait alors l'addition de 30 et 33. La dernière technique est le balancing. Pour 36 plus 27, on ferait 36 plus 27 égale 40 plus 23. Dans certains cas, cependant, cette technique peut être confondue avec l'une des stratégies que nous avons déjà présentées auparavant. Les multiplications de deux nombres à un ou deux chiffres présentent quant à elles 4 stratégies possibles. Et cette fois, c'est le produit de 15 par 16 qui nous servira d'exemple. La première stratégie est le doubling and halving, et elle est surtout utilisée lorsque l'un des facteurs est un multiple de 5. Pour 15 fois 16, on va doubler 15 et diviser 16 par 2, ce qui nous donne alors le produit de 30 par 8, bien plus facile à calculer. La stratégie suivante est appelée splitting. Dans ce cas, on décompose l'un des facteurs en somme. Par exemple, on dit que 16 égale 15 plus 1. Et on va multiplier séparément 15 et 1 par 15. Donc 15 au carré nous donne 225 et 15 fois 1 égale 15. On va enfin faire la somme des deux pour obtenir 240. La troisième technique est la compensation. Dans ce cas, on va transformer 16 en 20. On va multiplier 20 par 15, ce qui nous donne 300. Et pour compenser la modification précédente, on soustrait 4 fois 15 égale 60 au résultat. Enfin, on peut procéder à une factorisation. Par exemple, on peut dire que 16 égale 4 fois 4. Donc on va multiplier 15 par 4 pour obtenir 60, que l'on va de nouveau multiplier par 4 pour obtenir 240. Comme ont pu le mettre en évidence certains sujets, une stratégie de calcul mental est un processus qui peut être totalement inconscient. Il est parfois difficile d'intellectualiser ce qui se passe dans le cerveau et de restituer la stratégie. Est-il possible que ce processus inconscient soit traduit par un parcours spécifique du regard du sujet sur l'opération quand il la résout? Ou alors est-il possible que les résultats intermédiaires intervenant dans la stratégie utilisée soient conservés en mémoire à court terme, de sorte à ce qu'en présentant quelques secondes après avoir résolu l'opération plusieurs nombres, dont ceux correspondant à la stratégie en question, le sujet soit inconsciemment capable de les repérer? La détermination de la nature des stratégies par restitution orale des sujets n'est en fait qu'une étape de protocole d'une expérience plus large qui a pour but de deviner la stratégie utilisée par le sujet par eye tracking. L'eye tracking est une technologie consistant à suivre le regard d'un sujet grâce à un appareil spécialisé, l'eye tracker. Nous avons fixé l'eye tracker en bas de l'écran sur lequel défilaient les opérations à résoudre par le sujet, qui était placé en face de l'écran à une soixantaine de centimètres. Nous avons utilisé l'eye tracker pour Gaming Tobii 5, qui a l'inconvénient majeur de ne permettre aucun accès aux données qu'il enregistre. Nous avons donc dû trouver un moyen de récupérer ces données. Nous avons pour chaque sujet enregistré l'écran où défilaient les opérations au rythme du sujet, la vidéo screen, ainsi qu'une vidéo du trajet des yeux enregistrée par l'eye tracker grâce à Tobii Ghost,
une application liée à l'eye tracker. C'est la vidéo Ghost. Avec MATLAB, nous avons pu analyser les vidéos image par image afin de trouver le centroïde du curseur Ghost et donc les coordonnées du trajet de l'œil que nous avons superposées à la vidéo screen. Plus précisément, lors de l'expérience de la résolution de chacune des 7 tâches de calcul mental, nous avons 3 étapes. Pour chaque opération, nous avons demandé au sujet de résoudre l'opération affichée en temps libre, de fixer des nombres pouvant intervenir dans sa décomposition pendant 15 secondes, et de restituer oralement le résultat de l'opération et la décomposition utilisée en temps libre. Pour étudier la nature et la répartition des stratégies, nous avons travaillé sur une population constituée de 38 sujets volontaires et anonymisés, parmi lesquels figuraient 34 élèves de notre promotion et 4 encadrants. Nous avons lancé un défi à ce panel de volontaires, celui de résoudre mentalement 7 opérations impliquant 2 nombres à 1 ou 2 chiffres, sans limite de temps. Les opérations consistaient en 3 additions, 63 plus 12, qui tenait le rôle d'exemple et n'a pas fait l'objet d'analyse, 59 plus 11 et 36 plus 27. 2 multiplications, 16 fois 15 et 99 fois 11, et 2 soustractions, 32 moins 9 et 89 moins 36. Après chaque calcul, les participants devaient restituer oralement la décomposition effectuée. Pour un certain nombre d'entre eux, cette étape constituait le véritable challenge de l'expérience, tant le calcul mental suit des processus qui peuvent s'avérer inconscients. Nous avons constaté une très grande richesse de décomposition pour chaque calcul. Ces décompositions ont ensuite été regroupées par stratégie. Donc par exemple, pour la tâche 36 plus 27, nous avons observé les stratégies splitting, stringing, bridging through 10 et balancing. En outre, 20% des participants ont suivi un processus de type algorithme écrit pour ce calcul, c'est-à-dire qu'ils ont posé dans leur tête le calcul qu'ils auraient fait à l'écrit. Et 6,7% d'entre eux ont combiné plusieurs stratégies. En rassemblant les décompositions effectuées par chaque sujet pour chaque type d'opération, addition, soustraction et multiplication, nous avons pu identifier les stratégies caractéristiques pour chaque type. Nous avons aussi observé des combinaisons de stratégies et des processus de type algorithme écrit pour les 3 types d'opérations et quelques cas de résultats connus par cœur pour l'addition. Enfin, quelques décompositions n'ont pu être reliées à aucune stratégie parmi celles que nous avions dans l'article de référence et nous les avons donc regroupées sous le nom Other Strategies. On a cherché à savoir si on pouvait connaître la stratégie utilisée par un sujet sans avoir à lui demander de détailler la décomposition qu'il avait effectuée, en analysant simplement le parcours de son regard sur l'écran. D'une part, pendant qu'il résolvait la tâche de calcul mental, d'autre part, après la tâche, quand on lui présentait les résultats intermédiaires intervenant dans les stratégies possibles pour cette tâche. Nous avons traité les 2 vidéos obtenues pour chaque sujet sous MATLAB. L'analyse des données et l'affichage des résultats pour chaque opération ont été décomposés en 3 parties. Une partie cross pour la calibration avant la tâche, une deuxième partie task lors de la résolution de l'opération par le sujet, enfin une partie post correspondant au moment où le sujet devait fixer les résultats intermédiaires après son calcul. Pour la partie task, nous avons réussi à faire tracer la trajectoire du regard lors de la résolution du calcul mental. Notre code nous a également permis de générer une heatmap. En français, on parlerait de carte de chaleur, c'est-à-dire une représentation visuelle du temps passé par le regard du sujet en chaque endroit de l'écran. Plus une tâche est blanche et éclatante, et plus le sujet a passé de temps sur ce point. Au contraire, s'il n'y a pas de tâche en un endroit, cela signifie que le sujet a passé trop peu de temps sur ce point pour que ça puisse être détecté par notre système. Comme une heatmap n'offre pas une résolution optimale, nous avons cherché à retranscrire le trajet oculaire sous forme d'un mot. Pour cela, nous avons attribué à chaque digit et à l'opérateur un chiffre. À chaque instant, le code déterminait alors de quel élément le regard du sujet était le plus proche et il retranscrivait cette information en ajoutant le chiffre correspondant au mot formé. Le mot complet nous renseigne alors sur le trajet oculaire, mais aussi sur le temps passé par le sujet lors de chaque fixation. Enfin, nous avons découpé l'écran en 3 parties. Une partie notée L pour opérande de gauche, une partie notée R pour l'opérande de droite, et enfin une fine bande entre les deux notée O et qui correspondait à l'opérateur. Et nous avons appliqué le même principe que précédemment, c'est-à-dire que nous avons fait former des mots, dits trinary words, afin de savoir sur quel élément du calcul le regard du sujet s'est concentré et à quel moment. Pour la partie post, nous avons aussi fait tracer la trajectoire du regard, une heatmap relative au temps passé sur chaque point de l'écran, une analyse de mots en attribuant à chaque digit un chiffre, mais ce qui a véritablement changé par rapport à l'analyse de task, c'est que nous avons remplacé les trinary words par des cluster words. Donc cette fois, chaque résultat intermédiaire formait un cluster, symbolisé par un cercle rouge, et nous avons associé à chaque cluster un chiffre. Donc les mots nous permettent de savoir dans quel ordre le sujet a regardé les clusters. Enfin, pour la partie cross, les résultats obtenus nous ont seulement permis de vérifier la bonne calibration de l'eye tracker. L'analyse des résultats de la partie post ne nous a pas permis de conclure, mais en revanche, l'analyse de la partie task s'est avérée concluante. Nous avons analysé 2 types de phénomènes oculaires lors de cette partie. Les fixations, lorsque le regard reste au même endroit pendant plusieurs centaines de millisecondes,
et les saccades, qui sont des mouvements oculaires bien plus rapides, moins de 50 millisecondes, entre deux positions stables. Comme les durées des saccades sont extrêmement courtes, nous avons dû faire attention à optimiser la fréquence d'échantillonnage des vidéos afin de pouvoir les détecter et de toujours utiliser des filtres adaptés afin de limiter les faux positifs. En étudiant les fixations, nous avons voulu déterminer si les durées de fixation sur les trois zones d'intérêt, L, O et R, différaient significativement d'une stratégie à l'autre. Nous avons tout d'abord établi les distributions des durées de fixation pour chaque tâche, en faisant apparaître la stratégie et la zone de fixation. En mettant en place les tests statistiques adéquats, nous avons montré que pour 4 opérations sur 6, les valeurs P étaient inférieures à 0,05, les cases en bleu. Donc que les distributions des durées de fixation sur au moins l'une des zones d'intérêt variaient significativement pour au moins une stratégie avec une erreur de 5%. En jaune, on a toléré une erreur de 10%, et ce ne sont plus 4, mais 5 opérations sur 6. En étudiant les saccades, nous avons voulu déterminer si les angles et les vitesses de saccades variaient significativement d'une stratégie à l'autre. Là encore, nous avons d'abord établi les distributions pour chaque tâche, par stratégie. Puis nous avons mis en place des tests statistiques. Avec une erreur de 5%, on peut discriminer au moins une stratégie pour les opérations 1, 3 et 5, en regardant uniquement les angles, et pour les opérations 2 et 3, en regardant uniquement les vitesses. En combinant ces analyses, pour toutes les opérations sauf l'opération 6, on pourrait discriminer au moins une des stratégies étudiées. C'est-à-dire qu'en observant de façon combinée les durées de fixation, les angles et les vitesses de saccade, on pourrait déterminer statistiquement certaines stratégies utilisées par les sujets. En conclusion, notre pari audacieux est à moitié réussi. L'analyse des données post, lorsque le sujet regarde les nombres intermédiaires placés en cercle, ne permet pas de deviner la stratégie utilisée par le sujet. En revanche, grâce aux fixations et saccades oculaires, on peut généralement éliminer ou discriminer au moins une stratégie parmi celles étudiées.